Ah, voilà. C'est bon, je suis de retour. Super. Je rassure tout le monde, c'est du thé, c'est pas autre chose, hein. Ok? Mais on jugerait pas si c'était le cas, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Il est 19h, c'est l'heure de l'apéro normalement. Non, mais voilà, c'est intéressant aussi de vous entendre parce que enfin, tous les trois, je sais que vous avez été très mobilisés depuis un an sur la Covid et donc entendre aussi vos retours, vos expériences du terrain. Et c'est encore aujourd'hui très tendu dans les hôpitaux en France. Il y a énormément de personnes qui sont hospitalisées, notamment en réanimation. Donc je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui vont suivre ce live de vous entendre, vous, autant que moi. Voilà. Cool. On a quelques petites questions pour vous, du coup. Ouais, bien sûr. Qui se lance? Comment Moi, je peux... vous avez fait des appels aux questions à vos Ouais. communautés avant, Oui, c'est c'est ça? ça. D'accord. Ouais, on a fait les premiers de la classe. On a fait les gens bien organisés. On a fait Tous des les boîtes à délégués. questions. Voilà. On a fait un groupe WhatsApp. On s'est dispatché les questions. Voilà. Parce qu'on a reçu, enfin, moi, personnellement, j'en ai reçu plus d'un millier, hein, de questions, pour Ah oui, toi, quand même. Gabriel, hein. Oui, oui. Ouais, ouais, ils sont chauds de ouf, hein. Bon, bah, tant mieux. Bon, on n'abordera pas le millier ici, mais, Non, mais voilà. bon, je On pense s'est que donné celles quelques-unes. qui Bah, sont Emma, revenues elle est le prête? plus. Ouais, ouais. Ouais. Bah, si vous voulez, j'ai les questions là. Je Et peux en peut-être, non, commencer mais par une. peut-être qu'on se présente parce Ah que bah je oui, pense que Ouais. dans ceux qui nous suivent, tout le monde ne c'est nous vrai. suit pas tous. Donc, Oui. voilà. Donc, moi, je suis Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et je fais tous les dimanches soirs un live pour parler de l'actualité, en ce moment, beaucoup du Covid. Moi, je suis Amine, je suis interne en troisième année de médecine à Marseille, Ok. simplement. Je m'appelle Sophie, je suis interne en radiologie, je suis en 10e année de médecine et je travaille actuellement à l'hôpital d'Orléans. Et moi, du coup, je m'appelle Emma, j'habite à Lyon et je suis infirmière puéricultrice. Ok, super. Alors, comment vous voulez commencer? Bah, du coup, on a chacun des questions à vous poser. Donc, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse chacun notre tour une question. Ouais, Ok. après on discute, après voilà, c'est chill, quoi, Ouais, y a pas de après, On stress. enfin, discute. n'hésitez pas à Ouais, ouais, rebondir. C'est aussi bien que ce soit une discussion, quoi. Donc, n'hésitez pas. ouais, pas de souci. Ok. Bah vas-y Emma, si tu veux commencer, vas-y. Ok. Moi, j'ai déjà une question, c'est pour les étudiants. On m'a demandé pourquoi est-ce que les étudiants en santé étaient-ils affectés en secteur Covid et qu'ils perdaient du coup des stages intéressants sur leur parcours. Alors, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a des étudiants en santé, des étudiants en soins infirmiers, par exemple, qui ont pu être mobilisés pour porter appui en secteur Covid. Je crois que dans les directives qui avaient été données par le ministère de la Santé, il fallait que cette réquisition n'excède pas une semaine sur les 5 semaines de stage pour les étudiants en soins infirmiers, par exemple, d'une manière générale. Après, ça peut être plus particulier pour des étudiants en soins infirmiers spécialisés, par exemple bloc opératoire, etc., où là, il y a pu y avoir effectivement des réquisitions qui ont duré beaucoup plus longtemps et qui ont remplacé une partie des stages. Donc moi, je veux vraiment saluer la mobilisation des étudiants en santé qui sont venus renforcer les hôpitaux, les services Covid pendant cette crise. Sans eux, on n'aurait probablement pas pu la gérer aussi bien qu'elle a été gérée jusqu'à maintenant. Et donc, pour répondre très concrètement à la question, on les a réquisitionnés parce qu'on en avait besoin, ce qui est, je pense, aussi un message positif pour eux. Ça montre qu'ils sont, dès aujourd'hui, pendant leur formation, hyper utiles à l'hôpital et à notre système de santé. Mais il y a des directives claires qui ont été données pour que ça n'excède pas une semaine sur 5 semaines de stage. Je sais que dans certains endroits, ça n'a pas tout à fait été respecté et que dans ces endroits-là, les agences régionales de santé ont dû parfois un peu faire la police sur ce sujet-là. Mais bon, c'était parce qu'il y avait un vrai besoin aussi de ressources humaines pour venir renforcer nos hôpitaux. Et franchement, moi, je veux saluer tous ceux qui ont été au rendez-vous. Merci pour eux. Ok. Donc, bah ouais, merci pour eux. Moi, Gabriel, je vais te poser une question un peu d'actualité. Je sais pas si tu es au courant. Il y a une dizaine de jours, il y a un interne qui s'est suicidé. Et bon, moi, ça m'a beaucoup touché, d'autant plus qu'il y a environ un à deux internes qui se suicident par mois en France. Ça fait entre 12 et enfin un peu plus de 20 qui se suicident tous les ans. C'est 3 fois plus que la population générale. Et au-delà du souci de l'internat, c'est vraiment la question des conditions de formation et de travail des étudiants en santé, moi, qui m'interpelle. Parce que voilà, j'ai été plusieurs fois témoin quand j'étais externe, j'étais élu étudiant de situations de vrai harcèlement, parfois sexuel, hein, sexuel ou physique, avec des gens qui n'hésitaient pas à en venir aux mains, à mettre des mains dans les fesses, enfin mettre des mains sur les fesses, etc. Et moi, voilà, ça m'interpelle pour deux raisons. La première, c'est parce que normalement, il y a un cadre juridique qui est clair et qui n'est pas appliqué à l'hôpital.
Donc, je me demande est-ce que l'hôpital est une zone de non-droit? Parce qu'il y a vraiment certaines personnes qui sont clairement intouchables et pour lesquelles vraiment on a du mal à obtenir des témoignages parce que ces personnes, elles sont chefs de service, elles sont professeurs, elles sont enseignantes, elles ont un peu, voilà, c'est un peu senior dans leur château. Et on a beaucoup de mal à obtenir des témoignages contre eux parce qu'ils nomment aussi les assistants, elles nomment des personnes dans leur service. Et du coup, on a du mal. Enfin voilà, quelqu'un qui veut un poste pour l'internat, quelqu'un qui veut un poste d'assistant, il ira pas dénoncer son chef de service, même si c'est la pire des ordures. Et voilà. Donc mes deux questions, c'est ça, c'est comment faire concrètement, hein, parce qu'il y a des structures qui existent, mais clairement elles sont pas utilisées, sont pas efficaces. Comment faire pour lutter contre ces harcèlements, notamment sexuels, hein, qui sont graves, et comment faire aussi pour faire appliquer la loi, notamment sur le temps de travail des internes qui légalement est à 48 heures, c'est une réglementation européenne, et qui en pratique parfois dépasse les 70 heures par semaine. Ouais, alors il y a beaucoup de sujets dans cette question et dans cette interpellation, mais derrière, il y a un seul vrai sujet qui est celui qu'il y a des étudiants en santé qui vont mal, et qui vont très mal, et parfois ça va jusqu'à des situations tragiques, comme celle que tu as évoquée. On voit effectivement des étudiants qui en viennent à se suicider, et c'est absolument tragique et bouleversant pour eux, pour leur famille, et pour d'ailleurs tous les confrères et les consoeurs avec lesquels ils travaillent, avec lesquels ils se forment au quotidien. Et au fond, quand on regarde ces sujets, il y a d'abord celui des conditions de formation. Comment faire en sorte que les étudiants étudient dans les meilleures conditions possibles et que la loi soit respectée. Et le deuxième sujet, c'est celui du harcèlement. Et sur ces deux sujets, on a vraiment voulu avancer depuis 2017 avec les organisations syndicales, les syndicats d'internes par exemple, avec les associations étudiantes aussi, avec les UFR, avec les universités. Moi, j'ai en tête deux éléments importants. Le premier, sur les conditions de travail, notamment pour les internes, c'est l'accord qui a été signé par le ministre de la Santé, par Olivier Véran, avec les syndicats d'internes, qui fait suite au Ségur de la Santé et qui a été signé, je crois, en novembre dernier. Où là, ils se sont accordés avec les syndicats pour le respect de toutes les règles, quand même un renforcement des règles sur les tableaux d'exercice, sur le temps de travail, le temps de formation. Et maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est qu'elle soit appliquée dans chaque, dans chaque établissement et dans chaque université. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Hein. Et si on a voulu signer cet accord avec les syndicats, c'est précisément pour qu'ils soient partie prenante et qu'ils puissent, y compris, faire remonter des situations où les choses ne sont pas respectées, où ça ne va pas, pour qu'on puisse les corriger. Et je crois que c'est vraiment ce qui est fait aujourd'hui par le ministère. Je ne sais pas si dans ce que vous voyez au quotidien, vous voyez des progrès depuis que cet accord a été signé. Il est récent, hein, il date de novembre dernier. Et l'objectif, c'est vraiment que ça progresse. Et sur le sujet du harcèlement, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je crois que c'est en 2019 qu'il y a un centre national d'appui à la qualité de formation des étudiants en santé qui a été créé au niveau national, avec des mesures très concrètes pour mieux recueillir la parole, parce que c'est aussi ça l'enjeu quand on est étudiant et qu'on subit une situation de harcèlement. Bah, c'est sûr que s'il a été fait par quelqu'un qui est un supérieur hiérarchique, c'est très compliqué d'aller le dire et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des sanctions et que ça s'arrête. Et donc là, dans toutes les universités, il y a maintenant un référent et une cellule qui est responsable de ces questions-là, ou un étudiant, que ce soit d'ailleurs un étudiant en santé ou autre, hein, qui est victime de cette situation-là, peut aller saisir les personnes compétentes sur cette question-là et peut être accompagné. Voilà. Là, sur toutes ces questions-là, c'est des choses, à mon avis, qui se règlent pas en un claquement de doigts, malheureusement, mais il faut mettre un cadre, et ça, je crois que ça a été fait. Et ensuite, il faut faire en sorte que ce soit appliqué localement, et ça, je pense qu'il y a encore du travail. Oui, voilà, exactement, effectivement, parce que, et je termine là-dessus, je veux pas mobiliser la parole, les filles, hein, mais effectivement, pour les CNA, il y a un référent local qui existe. Les gens le savent plus ou moins, donc c'est très bien que tu le dises, parce que voilà, là, on a 2000 personnes sur le live, au moins les gens sont au courant. Mais le problème, c'est que ce référent local, le plus souvent, c'est un universitaire. Donc et les universitaires, les médecins universitaires dans une ville se connaissent à peu près tous. Et moi, imaginons, je suis interne, je suis victime d'harcèlement. Si je vais voir cet universitaire, il y a toujours un risque. Enfin, moi, je n'irai pas le voir parce qu'il y a toujours un risque que mon nom sorte et que ma carrière se grille. Parce que c'est ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est vraiment ça. C'est parce qu'on est face à des gens qui sont capables de nommer à des postes des internes. Et c'est vraiment ça. Enfin voilà, c'était juste pour apporter ça à ta connaissance. Non, mais j'entends. C'était pas une question. D'ailleurs là-dessus, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler pour que le référent soit pas systématiquement le même profil, pour que on arrive vraiment encore plus à mettre les associations étudiantes, les syndicats d'internes dans la boucle, pour qu'eux-mêmes puissent aussi recueillir
la parole, ils le font déjà beaucoup. Mais sur tout ça, je pense qu'on peut encore progresser. Mais pour le coup, le cadre a été vraiment renforcé. Oui, merci. Je voulais vous demander, par rapport aux mesures qui ont été prises pour le couvre-feu, est-ce qu'il y a eu un retentissement? Est-ce qu'on remarque que ça a eu un effet? Et combien de temps encore ça va durer? Alors, c'est évidemment difficile de mesurer l'impact de telle ou de telle mesure. Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, qui ont été renforcées ces derniers mois. Il y a évidemment le couvre-feu qui était d'abord à 20 heures, qui a été avancé à 18 heures. Il y a la fermeture quasiment totale maintenant des frontières. Il y a la fermeture des grands centres commerciaux pour éviter le brassage et le renforcement du télétravail. Bon, toutes ces mesures mises ensemble et qui ont été renforcées progressivement font que, à ce stade, en France, il n'y a pas eu depuis la deuxième vague d'explosion des cas. On a vu une explosion des cas dans un certain nombre de pays voisins. On l'a vu au Royaume-Uni, évidemment. On l'a vu en Allemagne. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en Italie, c'est en train de repartir très fort, alors que c'était bien descendu. En France, on n'a pas vu cette exponentielle, c'est-à-dire quand la courbe monte comme ça sur un temps très court. Et donc, oui, on peut le mettre au crédit des différentes mesures qui ont été prises, et notamment le couvre-feu à 18 heures, qui fait que ça limite et que ça réduit les interactions entre les personnes. Et on sait que c'est ça, malheureusement, qui transmet le virus. Il y a eu un rapport de Santé publique France sur le sujet qui montre que le couvre-feu est efficace. Donc, je sais que c'est très dur pour les gens. Et c'est tôt, 18h quand même. Pourquoi pas le mettre à 19h ou 20h comme pour le premier confinement? Bah ouais, j'entends, hein, c'est évidemment très tôt. C'était à 20h, ça a été avancé progressivement à 18h. Parce qu'au final, les restaurants et les bars sont fermés. Donc, en fait, pour moi, cette mesure de confinement à 18h, ça aurait un sens si les restaurants, les bars et les cinémas restaient ouverts. Mais dans le sens où les restaurants, les bars et tout est fermé, je vois pas le problème d'aller faire ses courses à 19h ou à 20h. Non, c'est évidemment pas sanitaire aussi, je comprends pas la logique. Ouais, non, mais c'est évidemment pas les courses, hein, le problème. C'est plutôt le fait que après avoir passé une journée de travail, et c'est bien normal, on a parfois envie d'aller se retrouver chez des amis, chez de la famille avec lesquels on n'habite pas, pour passer un moment de la soirée. Et voilà. Et on sait que c'est dans ce cadre familial et amical aussi où il y a beaucoup de contamination. Franchement, j'aimerais vraiment ne pas avoir à défendre et à dire qu'on fait ça, parce que la réalité, c'est que c'est assez terrible de se dire qu'on prend des mesures pour limiter le fait que les gens puissent voir les gens qu'ils ont envie de voir et les gens qu'ils aiment. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de contenir l'épidémie pour éviter, et encore une fois, je ne sais pas si on y arrivera dans les jours ou les semaines qui viennent, mais pour éviter qu'il y ait une explosion et qu'on doive carrément reconfiner complètement le pays. Ensuite, la question de combien de temps ça va durer, c'est très dur de donner des dates précises. Moi, à chaque fois qu'on a voulu le faire, on voit que la situation est fluctuante et que l'épidémie peut encore nous surprendre. Ce qui est certain, c'est que là, avec la vaccination, on voit qu'on progresse sur le front de l'épidémie. On a commencé à vacciner au mois de janvier. On a vacciné en priorité les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées notamment. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de contamination dans les EHPAD, qu'il y a beaucoup moins de morts dans les EHPAD, que le taux d'incidence, c'est-à-dire les contaminations chez les personnes âgées, notamment les plus de 80 ans, diminue, n'arrête pas de diminuer, alors qu'il a plutôt tendance à rester sur un plateau, à stagner, voire à augmenter pour le reste de la population. Donc on voit qu'il y a un impact de la vaccination. Or, ces personnes les plus fragiles qu'on vaccine en premier, c'est les personnes qui vont être le plus hospitalisées et qui vont ensuite se retrouver en réanimation. Et on sait que si aujourd'hui on prend des mesures de freinage comme le couvre-feu, c'est pour essayer de contenir la pression sur les hôpitaux. Donc par là, ce que je veux dire, c'est que plus on vaccinera des personnes fragiles, plus on se donne une chance de faire baisser la pression sur les services hospitaliers et donc de pouvoir alléger les mesures, j'espère, dans les semaines, les mois qui viennent. D'accord, très bien, merci beaucoup. Du coup, moi j'ai une question, ça va parler aussi de la vaccination. On m'a demandé, malgré qu'il soit volontaire lors de la crise sanitaire et du coup très en contact avec les patients, pourquoi la vaccination n'était pas ouverte aux étudiants en santé? Alors, la vaccination, elle est ouverte aux étudiants en santé, pour le coup. Elle n'a pas. C'est-à-dire qu'en janvier, quand on a ouvert le vaccin Pfizer pour les soignants, elle était ouverte pour les étudiants en santé, par exemple, qui avaient une comorbidité, comme pour les autres soignants. C'était les plus de 50 ans dans mon souvenir, ou ceux qui avaient une comorbidité à côté. Donc là, c'était ouvert pour eux. Et là, depuis la mi-février, avec le vaccin AstraZeneca, la vaccination, elle est ouverte aux étudiants en santé. D'ailleurs, moi, j'étais en déplacement dans un hôpital mardi, à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et j'ai rencontré des étudiants en santé qui avaient été vaccinés. Donc, il faut bien faire passer le message. Moi, je veux vraiment
à remercier et valoriser ceux qui se font vacciner, les étudiants en santé qui sont vaccinés. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur la vaccination des soignants, le fait qu'il y a des soignants qui voudraient pas se faire vacciner. Donc je pense que c'est important de valoriser ceux qui le font et ils sont nombreux à le faire. Ouais. Alors vis-à-vis par rapport à ce que tu dis, je rebondis. Alors effectivement, j'avais vu que officiellement c'était le cas, mais il y a quelques semaines, par exemple, il y a des étudiants en médecine. Le CHRU de Nancy avait ouvert la vaccination à tout son personnel. Des externes en médecine sont allés se faire vacciner, ont reçu une dose du vaccin et se sont fait effectivement fustiger d'irresponsables par le directeur général de l'hôpital parce qu'ils avaient reçu et qu'ils étaient que étudiants et qu'ils n'auraient pas dû recevoir ces doses. Plus récemment encore, il y a le CHU de Lyon qui a interdit la vaccination aux étudiants en médecine. Donc on a réagi avec Sophie Hélène sur les réseaux, ça fait un mini scandale. Et ils ont rétropédalé en 24 heures avec un mail du directeur général disant que ça sera ouvert aux étudiants en médecine, mais pas aux étudiants en soins infirmiers. Enfin voilà. Donc après, c'est toujours pareil. Il y a le cadre officiel et je sais pas, il y a un problème de gouvernance des hôpitaux parce que, enfin, les hôpitaux, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent ou je comprends pas en fait. Enfin, je sais pas. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Dans le cadre du secteur de la santé, on fait beaucoup pour associer davantage les soignants à la gouvernance des hôpitaux. Ça, c'est aussi un gros chantier qu'on développe. Mais non, mais on voit bien que derrière cette question, comme celle qu'on a évoquée avant, il y a effectivement le sujet des règles nationales et puis de la manière dont elles s'appliquent au niveau local. Donc voilà, c'est bien quand on se rend compte localement qu'il y a une règle qui n'est pas respectée, d'alerter, et puis d'alerter y compris l'établissement pour qu'il corrige. Et si ça a été fait, tant mieux. Mais moi, je redis vraiment aux étudiants en santé qui nous suivent, la vaccination leur est évidemment ouverte et qui peuvent tout à fait se faire vacciner et qu'on les encourage à le faire. Après, peut-être que, j'en sais rien, dans certains hôpitaux que tu citais, s'il y a une situation où ils avaient au départ un nombre très limité de doses et qu'ils avaient plus de soignants plus âgés qui demandaient à se faire vacciner, est-ce qu'ils ont priorisé à ce moment-là ces soignants plus âgés? J'en sais rien. Mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de fermeture par principe de la vaccination à des étudiants en santé qui peuvent se faire vacciner. Bon, parfait. Bah voilà, vous le savez, s'il y a un souci. C'est d'ailleurs la moindre des choses qu'on a commencé ce live en disant qu'ils étaient hyper mobilisés sur le front du service Covid. Donc, c'est évidemment la moindre des choses qu'ils puissent être vaccinés s'ils le souhaitent. Voilà, donc s'il y a un souci dans votre établissement, vous taguez Gabriel Attal sur Twitter. Il faut nécessaire. Pour rebondir là-dessus, moi, j'ai ma co-interne qui se fait vacciner lundi avec AstraZeneca et il y a déjà plus de doses disponibles à l'hôpital d'Orléans pour les soignants parce que il y a eu un engouement en fait pour le vaccin et là, il n'y a plus de, super. plus de doses. Donc, voilà, on va recevoir des doses, on les reçoit progressivement, mais on les reçoit. Il y a deux grandes dates de livraison dans la semaine, donc les hôpitaux vont être réapprovisionnés. Et surtout, là, en mars, on va recevoir énormément de doses. On va recevoir quasiment plus de doses en mars que sur les mois de janvier et février dernier. Donc ça va monter fortement en puissance et en avril, on en aura encore plus. Super. C'est une bonne nouvelle. Moi, je rebondis du coup sur... On voit dans le live des messages d'étudiantes infirmières à Lyon, j'ai pu être vaccinée. Donc voilà, c'est bien. Bon, super. Bon, c'est bien. Bon, ça a changé, c'est parfait. C'est vrai que c'est une question qu'on a tous eue, quoi, pour les étudiants en santé. Donc, effectivement, il y a peut-être des endroits où ça coaque, mais voilà, dans ce cas-là, vous savez que vous pouvez vous faire vacciner, il y a pas de souci. Ma question, moi justement, je rebondis. Tu disais que les soignants effectivement n'étaient pas assez vaccinés. On a eu aussi, moi j'ai lu la lettre d'Olivier Véran sur le sujet. Est-ce que il est envisagé de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants concrètement? Là, il y a à peu près un tiers de soignants qui sont vaccinés. Moi, je juge aussi que c'est pas assez. Personnellement, je suis vacciné. Mais voilà, est-ce que le gouvernement envisage de le rendre obligatoire? Non, mais c'est certain que c'est pas assez. Et c'est assez surprenant parce que, tous les soignants ont été sur le front depuis un an. Ils ont été héroïques pour contenir la maladie, pour soigner les Français. Et donc, c'est assez étonnant que certains ne veuillent pas se faire vacciner, alors qu'on sait, il y a eu un certain nombre d'écrits sur ce sujet cette semaine, que le Covid, il se transmet à l'hôpital, que c'est même devenu la première maladie nosocomiale en ce moment, et qu'il peut y avoir des patients qui viennent à l'hôpital, pas pour le Covid, mais pour une pathologie, une autre pathologie grave, et qui peuvent se faire contaminer dans l'hôpital et pour qui ça peut être extrêmement dangereux. Donc évidemment qu'il y a une responsabilité pour les soignants qui sont au contact des patients à se faire vacciner pour se protéger eux-mêmes évidemment, mais pour protéger aussi les patients. Ce qu'a dit Olivier Véran, et moi je lui fais vraiment, je lui fais confiance aussi là-dessus, et c'est que il a confiance dans les soignants pour qu'ils puissent se faire vacciner et pour que finalement, il y a un élan de mobilisation chez les soignants pour se faire vacciner qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et donc c'est pour ça qu'il leur a écrit une lettre. Donc là, on fait le choix de la confiance, de leur dire que c'est important qu'ils se fassent vacciner. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Maintenant, l'obligation, ça reste une possibilité sur la table si jamais à un moment on considérait que c'est nécessaire pour protéger notamment les patients. Donc
Voilà, pour D'accord. l'instant, pari de la confiance et de la responsabilité des soignants, mais évidemment, toutes les possibilités restent sur la table si jamais ils n'étaient pas au rendez-vous. Et pour Alors rester dans le thème de le la... retour que j'ai, pardon, Ouais. vas-y Sophie, vas-y, excuse-moi. C'est juste pour rester dans le thème de la vaccination. On parle de la vaccination probablement obligatoire, potentiellement obligatoire pour les soignants. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un passeport, un pass vaccinal qui sera mis en place pour voyager à l'étranger ou ailleurs? Amine, ta question, c'était aussi pour rebondir sur les soignants ou... Non, c'était juste un retour d'expérience. Moi, enfin, c'est Ouais, mon expérience personnelle. Tous les soignants, moi, qui sont autour de moi, effectivement, c'est à peu près dans cette proportion. Il n'y en a qu'un tiers qui sont vaccinés. Les deux tiers qui ne se vaccinent pas, quand on discute avec eux, j'essaie de les convaincre, c'est le vaccin AstraZeneca. Ils nous disent que il a été décrit comme moins efficace et qu'il protège pas du variant. Et du coup, ils veulent pas risquer des effets secondaires pour au final une efficacité qui est moindre. Enfin voilà, c'était juste un retour du terrain, quoi. d'accord. Je vais répondre sur le pass vaccinal, mais c'est important de répondre là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu objectivement une assez mauvaise image du vaccin Mm. AstraZeneca au départ et au début de l'année. Pourquoi? D'abord parce que on n'était pas, il n'y avait pas de certitude sur son efficacité sur les personnes âgées et plus de 65 ans. Ça a été levé. Il y a une étude écossaise en vie réelle, je crois que c'est 600 000 patients la semaine dernière, qui montre que le vaccin AstraZeneca, il est aussi efficace que les autres pour prévenir les formes graves. C'est le même taux d'efficacité. Donc on voit qu'il y a cette efficacité. Deuxième chose sur la question des variants, il y a eu effectivement des doutes sur l'efficacité du vaccin Astra sur le variant sud-africain, notamment. Or, on voit qu'aujourd'hui, le variant sud-africain, c'est très peu de cas encore en France. Et d'ailleurs, que ça progresse assez peu. C'est le variant britannique qui a beaucoup progressé, et là-dessus, le vaccin est efficace. Mais sur le variant sud-africain, il reste, je crois, autour de 6% en France. Il progresse très peu. Et enfin, sur le troisième chose, sur les effets secondaires, ce qui a été dit par le professeur Fischer, qui est un peu notre référence pour les vaccins, c'est que, effectivement, sur des publics jeunes, il peut y avoir des petits syndromes grippaux, un peu de fièvre pendant 24 heures, peut-être 48 heures. C'est Alain Fischer qui a dit lui-même que si on prend un paracétamol au moment de se faire vacciner, bah, en fait, ça peut fortement alléger. Et en fait, pour beaucoup, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc voilà, une fois que tout ça a été levé, moi, je peux entendre qu'au début, certains aient eu des doutes parce qu'il y avait ces questionnements qui étaient posés, mais dès lors qu'ils ont été levés, pour le coup, ils ont plus lieu d'être. Donc maintenant, il faut y Mm. aller. Et voilà, et d'ailleurs, il y a plein de Français ce week-end qui se sont fait vacciner avec AstraZeneca. Il y a quasiment 600 000 vaccinations ce week-end. C'est Jean Castex qui l'a annoncé il y a quelques minutes. Donc voilà, il y a un engouement très fort et il faut qu'il soit partout. Sur la question du passeport vaccinal, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité en France. D'abord parce que tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Donc c'est compliqué, ça serait compliqué de dire aujourd'hui à des gens, on vous autorise à faire telle chose si vous êtes vacciné, sachant que tous ceux qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas se faire vacciner. C'est objectivement, c'est compliqué, quoi. Ça veut dire que ça exclut des gens qui pour le coup sont pas responsables puisque eux-mêmes auraient souhaité se faire vacciner et n'ont pas pu le faire. Est-ce que la question se posera plus tard? Je pense forcément, puisque d'abord il y a des pays qui vont le mettre en place pour obliger à ce que les personnes qui viennent chez eux aient été vaccinées. Donc de toute façon, ça sera un sujet pour des personnes qui voudront voyager, par exemple. Est-ce que ça sera un sujet pour des activités en France? C'est une possibilité. Pour l'instant, ce sur quoi on travaille avec le président de la République, c'est un pass sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accéder à certains lieux, faire certaines activités, quand on pourra desserrer la contrainte, bah, il y a d'autres moyens de montrer qu'on est, entre guillemets, protégé ou de rassurer que la vaccination, et notamment un test, par exemple. Voilà, donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler. D'accord, très bien. Merci. Du coup, moi, j'avais une autre question encore, toujours par rapport aux étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivent, par exemple, chez leurs parents, qui ont beaucoup de frères et sœurs, qui ont du coup un environnement qui n'est pas trop favorable pour les révisions, et qui se posaient la question, du coup, est-ce qu'il y avait une ouverture envisageable pour les BU, avec une attestation, par exemple, pour pouvoir réviser après 18 heures et pouvoir rentrer chez eux? Alors, je pense que le sujet, c'est plutôt pour le après 18h, parce que les BU sont ouvertes. Oui, c'était pour après surtout. C'est ça, ouais. Je suis allé échanger avec des étudiants à Bordeaux et je suis passé par la BU où il y avait des étudiants qui travaillaient. Et donc, donner une possibilité pour après 18h pouvoir rester à la BU et rentrer chez soi ensuite. Bon, pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est voilà, d'avoir un couvre-feu à 18h assez strict pour limiter au maximum les flux de personnes, etc. Maintenant, j'entends la demande et dans les assouplissements, je pense que ça peut faire partie de. Ah bah voilà, dans le chat, on voit que les BU sont ouvertes après 18h aussi maintenant à Paris. Donc c'est Ah bon? possible, retour terrain en direct. Après Euh, 18h?
Parce que dans les cases qu'on coche pour entrer après 18 heures, il y a l'activité professionnelle, mais il peut aussi y avoir la formation. Donc, j'imagine que si une BU reste ouverte, il y a la possibilité de rester y travailler si on rentre directement chez soi après. Mais je retiens en tout cas l'intervention et je vais en parler avec ma collègue Frédéric Vidal pour voir si au niveau national, on peut décider de quelque chose. Merci. Super, merci. Donc moi là, c'est à mon tour du coup. Moi la question que je voulais te poser, je sais pas si tu es au courant, c'est peut-être un peu technique, Gabriel, donc si tu peux pas répondre, c'est pas grave. Non mais c'est sûr. Je sais pas si tu sais, mais il y a des réformes qui sont en cours là pour les études de santé. Il y a des députés qui ont été sollicités parce que c'est un peu flou pour tout le monde là, notamment pour la réforme d'entrée aux études de santé. Je vais pas pas expliquer à quoi ça correspond, ce serait trop long. Mais clairement, voilà, on a une vraie perte de chance. Donc c'est divisé en deux parties, les PACES, l'ancien système, et les nouveaux PASLAS qui sont le nouveau système. Et c'est vrai qu'on a une vraie différence de taux de réussite entre des PACES qui sont parfois à un tiers de pourcentage de réussite et des PASLAS, donc qui sortent du lycée, qui sont parfois entre 5 et 7%. J'ai eu des tableaux là justement en préparant le live, des gens qui m'ont envoyé le tableau des numérus, et parfois on a des facultés où il y a 1600 étudiants pour 7 places quoi. En dentaire, 30 places en médecine, c'est très compliqué. Je sais que dans les facultés pilotes de Paris et de Brest, ils avaient eu une augmentation d'un tiers du numerus clausus pour pouvoir tamponner cette année de transition. Et là, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Et je sais que normalement, notamment, il y a des députés qui sont en train de s'emparer du sujet. Donc, je te pose aussi la question enfin, si tu peux y répondre. Ouais, alors je suis pas un spécialiste de cette question-là, mais évidemment, j'en entends parler avec mes collègues, que ce soit Frédéric Vidal ou Olivier Véran. Ce que je comprends, c'est qu'il y a deux sujets. Il y a ceux qui étaient en PACES l'an dernier et qui redoublent, les doublants. Et puis, il y a le sujet, effectivement, de ceux qui démarrent cette année, qui sont primants en PASS ou en LAS. Donc, PASS, c'est la première, alors, je sais plus, l'acronyme, c'est première année. Parcours d'accès spécifique santé. Spécifique santé et les LAS, donc les licences avec option santé pour LAS. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une inquiétude très forte des étudiants en PASS qui était de dire avec l'ancien système, on pouvait redoubler. En PASS, on n'a qu'une seule chance. Et là, je crois qu'il y a des garanties qui ont été données sur le fait que on peut, après une passe, si on n'a pas son année, passer par une LAS, donc une licence avec option santé. Donc, parce que moi, j'avais été très interpellé sur ce sujet-là et on m'avait répondu ça. Ensuite, sur la question des places dans cette année qui est effectivement un entre-deux, je crois qu'il y a une garantie qui a été donnée, c'est que si on met bout à bout les doublants de PACES, les premières années en PASS ou en LAS, on aura l'équivalent du numerus clausus de l'an dernier plus 10%. On rajoute 10% pour qu'il y ait au moins 10%, enfin, pour qu'il y ait 10% en plus de personnes reçues, admises par rapport à l'an dernier. Donc, voilà, c'est des garanties qui ont été données. Après, je crois que sur les fourchettes d'admission, pour ce qui est des passes, des LAS, etc., ça doit être précisé par université. Oui, c'est chaque université qui fait ça. Mais justement, en fait, le nombre est 10%, mais en fait, il en faudrait 30, comme ça a été fait pour les facultés de test, qui du coup, elles ont bénéficié de 30% en plus pour pouvoir tamponner cette année de transition. Ouais. Parce que là, du coup, on se retrouve face à des gens qui sortent du lycée, qui veulent faire médecine et qui en fait sont pris effectivement dans une année, ils ont l'impression d'être nés la mauvaise année en fait. Ils sont pris dans une année de transition où il y a les doublants qui prennent une bonne part, mais c'est normal parce que c'est le quota habituel des doublants, et eux en fait qui prennent un petit peu les miettes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de remue-ménage. C'est une question moi que j'ai reçue une centaine de fois quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup été interpellé sur le sujet aussi, enfin, bon, il y a ce progrès entre guillemets des plus 10% et cette garantie qui est donnée. Après, j'entends qu'il peut y avoir des demandes supplémentaires, mais je crois que l'idée en plus avec PASS et LAS, c'est que vraiment au niveau local de chaque université, il y a des chiffres qui soient adaptés, quoi. C'est-à-dire que ça soit pas uniforme au niveau national, avec un chiffre qui tombe de Paris au nombre près, mais qu'au niveau local, dans chaque université, on puisse avoir une fourchette qui est adaptée pour assurer les étudiants. Et je crois surtout que les chiffres et les fourchettes vont être donnés pour la plupart dans les semaines qui viennent. C'est pas sorti. Si, il y en a certaines qui sont sorties. Il y en a certaines qui sont sorties. Pas la plupart, pas la majorité. Non, pas la plupart. Non, la majorité n'est pas sortie. Ouais. Mais j'ai eu effectivement des tableaux en messagerie privée de Montpellier, de la Réunion, de Corse, où c'était vraiment, moi, j'en revenais pas. J'ai même fait des recherches sur Internet pour vérifier si c'était les bons chiffres, quoi. Parce que 30 places en médecine pour 1600 étudiants, moi, ça me paraissait dingue. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas tant le gouvernement, mais c'est plutôt les universités et les ARS qui codent ce chiffre, quoi. Ouais.
Mais bon, là aussi, je sensibiliserai, mais ils sont déjà sensibilisés, mes collègues, sur le sujet. Et je crois que justement, le fait que ça soit donné au niveau local progressivement et que c'est aussi dans ce temps-là qui avant la publication des fourchettes, il puisse y avoir une vraie discussion au niveau local pour que ça soit adapté, quoi. Mais je vois effectivement dans le live qu'il y a plein de retours, Limoges, Kata. Bon, euh, on va regarder ça de plus près. Je m'y engage. Voilà. S'il faut, on fera un Merci. live spécifique sur le sujet. Ah, super, voilà. Super. Je ferai venir quelqu'un avec moi qui pourra encore mieux en parler. Ok. Moi, j'ai une question, mais en fait, c'est pas trop en rapport avec ce qu'on vient de dire. Donc, peut-être que. Enfin, Aline, tu voulais qu'on parle de la réforme du deuxième cycle ou... Pas tout de suite, voir si on a le temps à la fin, parce que c'est pas une question qui est beaucoup ressortie au final. Bah, après, il y a moins Alors, moi, je d'externes. voulais juste vous poser une question par rapport au Ségur de la santé. Est-ce que le gouvernement considère du coup que c'est un aboutissement ou que c'est juste une étape pour voir s'il y aurait potentiellement quelque chose après le Ségur de la santé? Bah, j'ai envie de dire un peu les deux, quoi. C'est-à-dire, évidemment que c'est un aboutissement parce que c'est des revendications qui dataient de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, qui ont abouti dans le Ségur. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, qui ne savent pas forcément, le Ségur de la santé, c'est des accords qui ont été signés avec le ministre de la Santé et des organisations syndicales majoritaires en juillet dernier pour revaloriser l'hôpital et pour investir dans l'hôpital. Et donc, il y a une revalorisation des salaires à l'hôpital qui est historique, puisque c'est au moins 183 euros net en plus par mois pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital, voilà, qu'ils soient infirmiers, médecins, manipulateurs radio, aides-soignants, agents à l'hôpital. Il y a une revalorisation pour tout le monde, qui peut même aller jusqu'à 400 euros après si on est dans un travail d'équipe, avec de l'innovation, etc. Donc pour aussi, évidemment, pour mieux payer les personnes qui travaillent à l'hôpital et qui s'engagent pour nous, et on a vu dans la crise qu'ils ne comptaient pas leurs heures, et puis aussi pour rendre plus attractifs les métiers à l'hôpital pour qu'il y ait plus de personnes qui rejoignent l'hôpital. Et donc, c'est un aboutissement très fort. Est-ce que c'est la fin de tout? Évidemment non. Le travail, il se poursuit. Il y a des discussions, évidemment, qui se poursuivent sur différents sujets. Je donne un exemple. La question des investissements, l'investissement dans les équipements à l'hôpital. Le Premier ministre va présenter très prochainement un plan massif avec un budget massif pour l'investissement dans les équipements à l'hôpital, là aussi pour que les conditions de travail s'améliorent. D'accord, très bien. Et y compris sur les sujets de rémunération, sur les sujets d'attractivité des métiers, évidemment, ça se poursuit aussi par principe. Mais je pense que c'est important de souligner qu'il n'y a jamais eu à l'hôpital une hausse de salaire aussi importante sur un temps si court. Oui, mais parce que ça faisait longtemps que ça restait bas et que ça n'augmentait pas progressivement. Donc là, du coup, ça a fait une augmentation d'un coup plutôt qu'une augmentation linéaire progressive. Et c'est vrai qu'on se demande du coup, est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures? Mais du coup, vous avez répondu à notre question. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui disent que c'est bien, c'est un premier pas le plan Ségur, mais ce serait bien que ça aille plus loin aussi. Donc, voilà. Par principe, il y a un dialogue social, il y a des discussions qui se poursuivent en permanence et évidemment, les choses ne sont pas figées par principe. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une augmentation très forte. C'est vrai que ça n'avait pas augmenté ces dernières années, mais voilà, ce gouvernement et cette majorité, on a assumé de le faire parce que ça coûte beaucoup d'argent. Je crois que juste pour les salaires, je crois que c'est autour de 7 milliards d'euros, donc c'est beaucoup, mais parce qu'on considère que c'est évidemment légitime. Très bien, merci beaucoup. Du coup, j'avais une dernière question. Alors, c'est la question qui a été, je pense, le plus posée. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais c'est est-ce qu'il y aurait une perspective de faire des gestes barrières? Alors, on l'attend tous. Hein. Non, mais c'est vrai, on attend tous de pouvoir se refaire la bise, se serrer la main, enlever son masque. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses. Il y a des choses qui resteront forcément de ce moment. Peut-être que d'ailleurs, on fera plus attention à l'avenir et que, y compris pour d'autres pathologies saisonnières, la grippe par exemple, ou d'autres pathologies, ça progressera parce qu'on fera plus attention à se laver les mains, à aérer, etc. Il en restera quelque chose. Mais après, sur la manière dont on vit aujourd'hui et toutes les restrictions qu'on a aujourd'hui, évidemment qu'à un moment, on pourra s'en débarrasser. Quand? C'est la question. C'est toujours très difficile là aussi de se projeter. Moi, ce que je pense, c'est que on va avoir cet été une échéance importante puisqu'on s'est engagé à ce que d'ici à la fin de l'été, tous les adultes qui le souhaitent en France se soient vus proposer un vaccin. Et donc, on peut s'attendre à ce que cet été,
on ait un taux de protection de la population vis-à-vis de la Covid qui soit très élevé. Et donc, évidemment que ça nous permettra de continuer encore plus à aller vers une normalité dans nos vies. Est-ce qu'on pourra abandonner le masque tout de suite ou pas? Ça, c'est très difficile de le dire. Mais en tout cas, on progresse. Et par rapport à l'an dernier, si on avait fait le même live l'an dernier, on serait juste avant le premier confinement, on n'avait pas cette lumière au bout du tunnel qu'est la vaccination en termes de progrès. Ensuite, on a eu le premier confinement, on est sorti, on a vu que ça avait beaucoup baissé. Et puis avec l'été, je crois qu'on a tous voulu voir que c'était la lumière au bout du tunnel. Bon, en fait, c'était un Velux dans le tunnel, malheureusement, puisqu'on est resté dans le tunnel ensuite. Mais là, la vaccination, c'est quand même un vrai grand progrès. Et on constate dans les pays qui ont commencé à vacciner avant nous et qui ont vacciné massivement qu'il y a un vrai impact sur l'incidence de l'épidémie. Et donc, ça peut nous laisser espérer une amélioration. Je vois dans le live des questions, là, une vaccination à renouveler tous les ans. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, les laboratoires avec lesquels on travaille, évidemment, ils travaillent et réfléchissent déjà à des vaccins qui pourraient être adaptés, par exemple, aux variants. Ce qu'ils appellent des boosters ou des rappels qui pourraient être adaptés en fonction des variants pour être capables de continuer à protéger. Évidemment, on anticipe aussi, si ça devait être nécessaire, on anticipe en développant les capacités de production, en travaillant avec les laboratoires sur la recherche pour pouvoir s'adapter. Je vois aussi vaccination, ma grand-mère de 86 ans dans sa ville n'arrive pas à avoir de dose. Ça, je reçois des messages tous les jours comme cela et je sais que c'est hyper difficile, qu'il y a, compris la grand-mère de la personne qui écrivait, 86 ans, elle est dans les publics prioritaires depuis janvier. Donc, je comprends qu'il y a une vraie frustration à pas encore avoir pu être vacciné. Les doses, voilà, on a eu peu de doses jusqu'à maintenant. Ça arrive massivement là en mars et en avril. On a vu que ce week-end, il y a eu une vraie grosse mobilisation et il y a eu, je crois, plus de 585 000 personnes vaccinées, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc, on voit qu'on progresse vraiment. Et donc, votre grand-mère, évidemment qu'elle aura un rendez-vous très prochainement. Je crois que l'objectif pour les plus de 75 ans, c'est que ils aient tous pu être vaccinés d'ici à la fin de la première semaine d'avril. Je crois que c'est l'objectif qu'a donné Olivier Véran il y a quelques jours. Ok. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps, Gabriel. Je crois qu'il y a un moment où ça va couper tout seul parce qu'il y a un temps limite. Je ne sais plus combien de temps c'est, mais je pense que c'est 1 heure, donc on a peut-être un peu de... Alors, je voulais juste aborder avec toi rapidement la R2C. C'est encore une réforme, tu vois, je suis très dans la politique moi aussi. Donc, pareil, il y a une réforme qui est dans le 2e cycle des études médicales. Là, c'est parce qu'en fait, dans les commentaires, effectivement, on me l'a beaucoup écrit, mais dans la boîte à questions aussi, il y a une réforme du 2e cycle des études médicales qui pose un vrai problème parce qu'elle commence l'année prochaine et qu'elle est absolument pas prête. Et qu'on a fait des promesses aux étudiants et que là, du coup, ils ont très peur. C'est toujours pareil, en fait. On revient toujours au même point. C'est l'application locale. Le cadre national réglementaire est fait, mais l'application locale en médecine, c'est toujours catastrophique. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment toujours un gros problème d'application locale. Enfin voilà, du coup, on a des étudiants qui se retrouvent avec des référentiels, donc les livres sur lesquels ils sont travaillés, qui sont pas prêts. On leur a promis 1/3 de réduction du programme, ce n'est pas fait. Par contre, on leur enlève bien 1/3 une année en moins, donc ils ont par contre bien 1/3 de révision, de temps de révision en moins. Et du coup, après, voilà, t'es pas spécialiste de ces questions, mais si tu pouvais aussi sensibiliser tes collègues pour qu'ils aient rapidement une réponse. Ouais, autant sur PACES pour les doublons, PASS et LAS, je voyais à peu près les enjeux. Autant sur R2C, là, j'avoue que, mais là c'est pareil. Oui. Fais-moi passer après le live en MP des précisions et puis j'en parle avec mes collègues. Je vois il y a beaucoup de questions BTS CNED, donc bon, on va les prendre évidemment. Alors attendez, je regarde. Bon, sur le CNED, j'avais eu beaucoup de questions dans des précédents lives. Je me suis renseigné auprès du ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que les épreuves de spécialité sont reportées pour les élèves du CNED, et qu'elles auront lieu, je crois que c'est 9, 10, 11 juin, en présentiel, et qu'ensuite ils passeront les épreuves terminales comme les autres. Donc voilà. Ensuite, il y avait des questions sur les BTS. Et là, j'ai vu aussi qu'il y avait une mobilisation très forte. À ce stade, il n'y a pas de
d'évolution à ma connaissance sur le sujet des BTS, dont je crois les épreuves arrivent dans quelques mois. Voilà ce que je peux dire. J'entends les demandes contrôle continu. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont totalement à distance et qui passent leur partiel en présentiel. Donc voilà, et donc à ce stade, c'est ce qui est prévu aussi pour les BTS. Ok. Merci. Est-ce que toi, tu as des questions à nous poser du coup, Gabriel? Bah, peut-être, ce serait intéressant d'avoir un retour sur la manière dont vous vivez les choses aujourd'hui. On parle beaucoup de la situation qui est très difficile dans les hôpitaux, etc. Je pense que aussi, moi, c'est ce que je vois quand je me déplace dans les hôpitaux. Ce que disent les soignants que je rencontre dans les services de réanimation, c'est qu'il y a aussi des choses qui ont progressé par rapport à il y a un an. Dans la manière dont on sait traiter les patients, dont on sait les accompagner, dont on sait parfois les soigner pour éviter qu'ils aient à être intubés. Et je pense que c'est aussi important de mettre ça en avant si vous le vivez vraiment localement, parce que bon, ça permet de montrer aussi que les choses progressent. Oui. Enfin, pour ma part, moi, je suis aux urgences et j'étais aux urgences adultes pendant la première vague et aux urgences vitales. Effectivement, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie différence sur deux plans. Le premier, c'est l'information du public. Les gens maintenant savent, ils savent reconnaître les signes, ils savent quand c'est qu'il faut consulter, ils savent quelles conséquences potentielles ça a. Donc ça, déjà, c'est super pour nous parce que ça fluidifie notre travail. C'est-à-dire qu'on n'a plus, pendant la première vague, on a eu beaucoup aux urgences des gens qui venaient par peur du virus et ça embolisait vachement le système. Là, maintenant, les gens savent que c'est quand on a tel et tel symptôme qu'on peut être asymptomatique. Donc déjà, pour nous, c'est vachement bien parce que ça fluidifie le système. Et sur le deuxième point, c'est ce que tu disais, c'est sur le traitement médical, sur la prise en charge. On sait maintenant utiliser les corticothérapies sur des bonnes doses, sur la bonne durée de traitement. On sait qu'il faut intuber les gens sur un certain temps, mais pas trop. On sait qu'il faut faire des décubitus ventrales. Enfin, c'est des manœuvres de réanimation tant de fois, etc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment progressé. La recherche, enfin pour le coup, moi, je suis pas peu fier comment dire, de l'avancée médicale. Ouais, de l'avancée médicale sur le sujet, c'est vraiment extraordinaire. Et puis voilà quoi, enfin, c'est vraiment trop bien. Et c'est aussi grâce aux campagnes d'information du gouvernement. Moi, je le cache pas, quand j'allume la télé, bon après voilà, quand j'allume la télé, c'est vrai que je peux pas passer une heure sans voir un spot du gouvernement. Et au final, c'est pas plus mal parce que ça permet d'informer les gens. Donc ça, voilà, moi, c'est le point positif que j'ai. Ouais. C'est un effort qu'on fait tout le temps, qui dure. Et c'est vrai que c'est dur tous les jours de se dire qu'on travaille tous les jours avec ça, quoi. C'est tout. C'est vrai que ça fait un an qu'au début, on s'était dit, ouais, premier confinement, on va tenir bon. Pour ma part, j'avais 2 co-internes qui étaient en arrêt maladie. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec les autres, on s'est réparti leurs gardes. Et je faisais 2 à 3 gardes par semaine et c'était épuisant. Donc, du coup, pour nous alléger, nos chefs ne nous faisaient pas venir un jour sur 2. Mais c'est vrai que de travailler la nuit, ça faisait une surcharge de travail énorme. Après, bon, on a vu que ces co-internes-là, ils pouvaient travailler quand même. Donc, après, pour la deuxième vague, ils ont pu travailler et finalement, voilà, ça va mieux pour les gardes. Mais je remarque quand même que pour les soignants, il y a une sorte d'épuisement, même si il y a des choses qui progressent. J'ai l'impression que les gens ont quand même, enfin comme toute la population générale, mais particulièrement dans les hôpitaux, parce qu'ils sont confrontés à ça tous les jours. Il y a vraiment un ras-le-bol général du Covid et j'espère vraiment que la vaccination ça permettra d'avancer et qu'on pourra avancer sur ce point-là. Non, mais je pense que c'est 2 messages qui sont importants à souligner. C'est que, oui, ça a progressé. Avec l'oxygénothérapie à haut débit, on arrive à moins intuber. Avec la dexaméthasone, les corticoïdes, on arrive quand même à diminuer le nombre de formes graves qui doivent arriver en réanimation. Je crois d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez sur le terrain, mais que la durée moyenne de séjour en réanimation a baissé par rapport à la première vague. Oui. Les patients restent moins longtemps en réa, ce qui est aussi positif parce qu'un patient qui a une forme grave qui a dû être hospitalisé en réanimation, quand il en sort en général, et ça peut-être que Emma c'est toi Emma qui est en radio, c'est ça? Moi je suis en pédiatrie. Ah non, c'est toi, pardon. J'ai inversé les choses. Et je pense que toi tu dois le voir. Moi on me parle quand même, pour ceux qui ont eu des formes graves qui ont été en réanimation. Qu'on peut pas enlever les séquelles, les fibreuses en fait, une fois que c'est fixé, donc c'est vrai. C'est ça. Et donc c'est hyper inquiétant. Et donc oui, on a progressé. Et de l'autre côté, ne jamais oublier qu'on a des soignants qui sont sur le front depuis le début. Et moi je le dis souvent, les soignants à l'hôpital, ils ont pas vraiment connu le creux entre les vagues. C'est-à-dire que nous on a vécu
l'été, mais ou les fêtes, où ça avait beaucoup baissé, on pensait peut-être un peu moins au Covid. La pression à l'hôpital, elle est restée hyper forte, y compris pendant les fêtes, y compris en janvier, en février. Là, pendant les fêtes. Et donc, c'est important toujours d'avoir ça en tête. Et quand on fait des efforts, c'est aussi pour eux, évidemment, qui sont au front. Voilà. Merci. Bon, bah merci. Je suis content d'avoir fait cette grande première de live à 4 avec vous. Ouais, pareil, trop Et, cool. Également. bon, j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. Je sais qu'il y a un petit droit de suite sur plusieurs sujets, notamment le sujet études de médecine, R2C, etc. Où là, je m'engage à en reparler à mes collègues Frédéric Vidal, Olivier Véran. Et puis, s'il faut qu'on refasse un échange sur ce sujet-là. Et pour le suicide des internes aussi, si vous pouvez en parler, toucher un mot, de voir que le repos de garde, vraiment qu'il y ait une mesure ferme et efficace qui fait que le repos de garde, il soit respecté. Parce que encore là, je faisais un sondage après, soi-disant, voilà, je faisais un sondage pour le repos de garde et je voyais que 50% des gens qui avaient voté, ils n'avaient pas leur repos de garde qui était respecté, alors que c'est réglementaire et c'est dans la loi. Donc, on l'a réaffirmé. C'est-à-dire que les gens restent plus de 24 heures dans le service, quoi. Avec surtout un danger pour eux et un danger pour les patients. Pour les patients. Et en fait, c'est ça, la loi, elle existe, mais il faut la faire il y a eu appliquer. un accident d'un interne, en plus, là, récemment, sur un de ses repos de garde, il a eu un accident, donc c'est pour ça, moi, franchement, c'est vrai qu'il y a plein de services où c'est pas respecté, et si on peut faire quelque chose pour ça, ce serait vraiment bien. Ok, bien reçu. Bah, merci à tous. Merci à toi. Bonne continuation dans toutes vos activités. Puis à bientôt. Ça marche. À bientôt. Ciao.